Alors, tout nouveau vlog qui commence dès cette semaine, ce vendredi 10 octobre. Et en direct d'une studio mobile pas habituelle, mais quand même une studio mobile qui n'est pas la mienne, mais que on m'a octroyé pour aujourd'hui. Alors, vendredi, donc, presque fin de semaine pour moi, je travaille demain. Je viens de terminer une lecture qui ne m'a pas laissé indemne, donc je suis encore une fois, comme d'habitude, quand c'est le cas, dans une espèce de tergiversation de qu'est-ce que je vais lire ensuite. J'ai plein de choix de lecture. C'est pas que j'ai pas de choix de lecture, mais j'aimerais ça me trouver une lecture audio. Puis là, quand c'est les lectures audio, je tergiverse. Puis c'est pas tout ce que j'aimerais lire qui est disponible en audio. Bref, je l'ai déjà fait plein de fois, je vais pas vous la refaire. Sinon, est-ce que j'ai des plans particuliers pour cette semaine? C'est une fin de semaine de congé férié. Moi, de mon côté, ça ne change rien parce que le férié se trouve une journée où j'ai déjà congé. Mais pour la plupart des gens, ça va être ça. Donc, je ne sais pas si en fin de semaine, ça va être plus consacré peut-être à des moments de sortie peut-être plus sociales. Je suis encore en rémission de mon gros microbe, dans le sens où ça va, mais vous entendez dans ma voix. Et aussi, j'ai encore pas mal de fatigue, donc j'ai peut-être un petit peu moins de latitude pour faire tout ce que j'aimerais faire. Mais bon, on va voir. Est-ce que ce sera la semaine des casse-têtes? Est-ce que ce sera la semaine de tout plein de choses autres? Des petits passe-temps que je pourrais partager avec vous, ben, on verra bien. Alors, écoutez, je ne vais pas vous passer trop de temps à blablater, puisque visiblement, je n'ai pas d'autres lectures dont je peux vous parler. Mais sans plus tarder, allez, on se lance le tout. Hey, bonjour vous autres. Alors, on est le dimanche 12 octobre et ben, je vous reprends finalement. Après journée de boulot hier, lecture en cours dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, je vais y remédier immédiatement. En fait, je me cherchais une lecture après avoir terminé le dernier vlog avec la lecture vraiment trop remuante, terrifiante, horrifiante de Octobre de Søren Sveistrup. Et ben là, je regardais un peu sur certaines plateformes, dont la plateforme Audio, qui est une plateforme de contenu audio. Qui est en lien avec la Société Radio-Canada. Et j'ai vu qu'il y avait un nouveau livre audio, parce ils produisent aussi des livres audio habituellement avec des comédiens québécois pour les narrations. Et qu'il y avait un nouveau livre audio qui avait été produit. Donc, c'est-à-dire un texte qui est reparu, je crois, en mai, mais il y avait une autre édition avant, mais bref, qui est paru en mai dernier chez Édisto, qui est Quatre Clémentines éparpillées d'Élise André Hérault. Ça m'intriguait quand c'était sorti, mais bon, je me disais, c'était un petit roman feel good un peu. Puis, bah, des fois, je suis moins la clientèle pour ça, donc je me disais, bah, ok, peut-être. Finalement, il était là, je me suis dit, je vais le commencer parce que j'avais lu le résumé, puis finalement, potentiellement, ça m'intriguait. Je vais vous lire rapidement. Nathalie, Doris et Fabienne ne se sont jamais parlé. Elles n'ont qu'une chose en commun. Madame Giffard, 87 ans, qui par ce mercredi de printemps a un malaise et doit partir en ambulance. Elle laisse derrière elle un épagnol qui hurle de peine, le silence inhabituel de la contrôlante Doris, et Nathalie, sa voisine désemparée, qui se retrouve prise pour gérer le chien en son absence. 6 jours à l'hôpital pour Madame Giffard. 6 jours pour les 3 autres, à s'accrocher au connu ou à se laisser changer. Dans cette fable vivante et hilarante, on parle de solitude, de danse, de chips, de borésilles et de pipi de chien. Et on parle de la vieillesse, qui n'est pas obligée d'être si épeurante que ça. Ça avait l'air vraiment intéressant. Et ce l'est. Ma foi, je suis tellement surprise. Comme quoi, hein, c'est ma phase de ne pas se laisser avoir par nos préjugés. C'est vraiment écrit de façon accessible, hilarante. On est dans un niveau de langage familier. Et la version audio qui est proposée est juste comme excellente. J'ai pas regardé mais par cœur. À l'oreille, je dirais qu'il y a au moins Catherine Trudeau qui fait une des voix, celle de Doris. Donc, les deux narratrices que je préfère, c'est celle de Doris et de Nathalie. Fabienne, c'est celle qu'on a dans les femmes, en fait, qui est comme à distance, mais on comprend finalement que potentiellement, il y a un lien avec les deux autres. Sinon, Nathalie et Doris font partie, avec Mme Giffard, d'un bloc, en fait, d'une cohabitation forcée parce qu'ils habitent dans le quartier Rosemont. Les deux habitent dans des duplex et, Doris est la propriétaire d'un des duplex. Elle habite au premier. Au deuxième, il y a Mme Giffard. Et Nathalie, en fait, c'est la voisine du duplex qui est juste à côté de celui où il y a Mme Giffard et Doris. Elle habite au deuxième également, comme locataire.
ce sont des femmes qui se croisent souvent, qui n'interagissent pas nécessairement. Ben, en fait, Madame Giffard et Doris, oui, parce que comme vous pouvez voir, Doris est un personnage qui est très contrôlant, dans le sens que c'est la version assez classique de la personne qui veut toujours aider, qui ne demande peut-être pas aux autres si ont besoin d'aide, mais qui y va spontanément. Une espèce de un peu Mère Teresa pour laquelle on peut pas vraiment, à qui on peut pas vraiment reprocher d'être aussi aidante, mais en même temps peut-être qui n'a pas vraiment la possibilité de laisser beaucoup d'espace aux autres. Nathalie qui, on comprend après un certain passé où les relations personnelles, ça s'est pas super bien passé, elle a décidé de se replier sur elle-même complètement. Donc, vraiment, travail de la maison, des routines intenses par rapport à son alimentation, pas nécessairement en termes de troubles alimentaires du tout, mais on voit quand même que au niveau de la santé mentale, il y a peut-être des petits équilibres, des petits déséquilibres. On sent qu'elle s'accroche à une routine, on sent qu'elle a des tocs. Donc, bref. Et Fabienne, qui est une femme qu'on voit à distance, qui est une ballerine qui a été obligée de prendre sa retraite pour des raisons de santé et qui est dans la cinquantaine et qui gère pas bien ça. Puis là, a priori, ça pourrait vraiment s'enligner sur, je sais pas, une espèce de roman de crise de vie ou un roman de tout le monde est en train de dire ça va tomber mal. Bon. Et en plus, c'est un roman qui est en fait construit autour d'un événement perturbateur, entre guillemets, qui est le malaise de Madame Giffard, qui pour elle-même est un moment perturbateur dans sa vie, qui avait l'air d'aller quand même de façon relativement bien, même si c'était assez âgé, mais qui vont être des déclencheurs ou qui vont correspondre à des moments où ça va déclencher un peu dans la vie des autres, donc des trois autres femmes. Et des fois, ces espèces de propositions-là, je trouve que c'est comme trop cousu de fil blanc, puis on voit vraiment la machine en arrière, on voit où on veut amener le lecteur. Puis là, je trouve que c'est vraiment bien fait, dans le sens où, dès le départ, on comprend un peu la convention, mais c'est vraiment pas comme une plume qui s'écoute écrire, disons. Les personnages sont quand même bien distincts. On se prend à les aimer puis à les trouver fatigants en même temps dès le départ, donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc jusqu'à maintenant, j'étais assez séduite. C'est pas une très longue version audio, je pense que ça fait 7 heures, quelque chose comme ça. Et je pense que le livre, il fait 200 pages, 300 pages. Je vais regarder ça à l'instant. 304 pages, mais ça a été écrit de façon assez aérée. Donc, littérature québécoise, c'est assez rare que j'en lis. Et j'ai comme peut-être envie, je vais voir comment va se passer le restant de la semaine. Mais je vais peut-être essayer de me faire une semaine 100% québécois. Je vais y aller avec 100% auteur ou autrice québécois ou 100% éditeur québécois, là, parce que dépendant de ce que je vais avoir, on va voir. Mais disons que je vais essayer de me faire une espèce de ligne directrice. Ça me plaît bien. Des fois, j'ai de la misère à trouver mon compte dans la littérature québécoise parce qu'il y a quand même certains petits points communs dans certains genres qui sont pour moi moins des choses qui me plaisent. Mais bon, de temps en temps, il faut que je me secoue un peu les certitudes. Donc, je crois que, puis je n'ai quand même 2 de littérature québécoise dans ma pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge. 3 si on compte des éditeurs québécois, mais 2 si c'est des autrices québécoises. Donc, je vais voir ce que je vais faire. C'est pas des livres que je peux avoir en audio, mais bon, on verra. Fait que je vous tiendrai au courant. Mais ma lecture en cours à date, ça se passe super bien. Je m'en vais de ce pas chercher un livre à la bibliothèque en réservation, qui là, dans ce cas-ci, je vais peut-être même le lire, c'est un opuscule qui est avec une autrice québécoise, mais je crois, si je me souviens bien, que c'est chez un éditeur européen. Donc, bon, c'est pas grave, on va pas s'en faire chier des fleurs des critères de la semaine, mais voilà. Puis sinon, ce que je voulais vous dire, si jamais vous avez la chance, là, mais juste même si ça se termine, je sais pas comment ça va se terminer, le 4 Clémentine éparpillée, mais la version audio qui est proposée, là, que ça soit votre genre ou pas, ce livre-là, allez écouter ça. C'est tellement, les comédiennes sont tellement talentueuses, c'est excellent. Donc voilà où j'en suis. Donc, petit point d'info. Et je vous reprends au fil de la semaine. À tout bientôt! Et bonjour vous autres! Alors, je vous refais un petit coucou, on est toujours le dimanche 12 octobre. J'ai un fond de mal de tête. Classique, vous allez me dire. On va faire comme si c'était pas le cas, mais je voulais juste vous dire au cas où j'ai l'air un peu les propos décousus. Mon cerveau, il y a de la misère un peu à juste se gérer en mode sur le neutre. Donc voilà. Alors, le livre que je suis venue chercher, c'est celui-ci, qui est écrit par une autrice québécoise, une illustratrice, je sais pas d'où vient l'illustratrice, mais c'est en effet chez une maison d'édition européenne, donc c'est aux éditions du Rouergue. Et c'est celui-ci, donc c'est
haïkus de bord de mer. Donc, de Réa Dufresne et illustré par Maude Legrand. Et ça le dit, ce sont des haïkus, des cours haïkus avec une thématique de bord de mer. Donc, ça vise un public jeunesse. Puis, je l'avais découvert quand je suis allée faire mes achats pour la bibliothèque. Puis, ben, c'est pas de cette bibliothèque-là que j'emprunte, mais je me suis dit que je voulais absolument, je l'avais feuilleté, mais je n'avais pas pu vraiment le déguster. Donc, je crois que je vais le déguster. Et ben voilà, je vous en reparlerai quand ce sera fait. Sinon, je continue encore mon 4 clémentines éparpillées, puis ça s'enligne pour un giga coup de cœur. C'est super touchant. C'est vraiment... Oh. Je me prends à faire des petits commentaires tout haut, puis des petites exclamations tout haut dans ma voiture. La version audio est juste mirifique. Donc, sincèrement. Est-ce que je vais éventuellement m'acheter ce livre-là pour l'avoir à la maison? Peut-être. Mais bon, voilà. Je voulais juste vous faire ce petit coucou-là pour vous tenir à jour sur ce que je suis venue chercher. Et j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas autre chose que je pouvais prendre au vol. J'étais pas super inspirée, puis bon, en même temps, avec le mal de tête, je n'étais pas nécessairement en mode allons à la recherche et tout ça. Mais c'est ça. Fait que je vous tiens au courant de la suite des choses. Sans doute que quand je vais vous reparler, ça va être pour faire mon petit retour sur 4 clémentines éparpillées. Parce que ce que j'ai vu, c'est qu'il me reste à peu près 1 heure d'écoute environ. Le restant de la durée, c'est un entretien avec l'autrice. Donc, je vais voir si je l'écoute ou pas. Mais bon, anyway, je vous reviendrai quand je peux. Alors, à tout de suite! Et bonjour! Alors, on est le lundi 13 octobre, donc férié ici au Québec, jour de l'Action de grâce. Et ben voilà, en congé, moi, ça change rien. Je suis en congé les lundis, donc me voici. Écoutez, hier, j'ai terminé l'écoute de la version audio de 4 clémentines éparpillées d'Élise André Héroux, publiée chez Édito, mais version audio produite par Radio-Canada, donc disponible sur audio, et je ne peux que vous la suggérer. C'était pas mal un coup de cœur, je dirais. Presque une note parfaite, là, mais vraiment excellent. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à aimer ça autant que ça. Et vraiment, la version audio m'a complètement séduite. C'est super bien fait, des comédiennes de talent. Et écoutez, ce livre-là, je savais pas trop comment le décrire. Je dirais que je pourrais pas vraiment dire que c'est un feel good parce que il y a des parties, c'est quelque chose, c'est un livre quand même qui est en quelque part empli de bienveillance, mais en même temps, les choses que les 4 femmes, parce qu'il y a quand même 4 femmes qui sont là-dedans, donc la fameuse Madame Giffard et les 3 autres femmes dont je vous ai parlé hier, plus d'autres femmes aussi qui évoluent un peu autour. Il y a des hommes aussi, mais sont un peu moins centraux. Ce que vivent les femmes, c'est pas évident. Ils vont vraiment être confrontés à un de ces fameux tournants qu'on a plein de fois dans notre vie. Vraiment un virage qui nous surprend. Un virage à 90 qui n'avait pas de panneau indicateur, de signal avancé pour nous aviser que ça arrivait. Et on va les voir évoluer là-dedans, on va les voir se poser des questions avec toute la simplicité, l'authenticité puis la candeur qui les caractérise. C'est ce qui fait, je pense, que c'est attachant. Puis c'est sûr qu'à travers la version audio, on le perçoit encore plus. Mais même dans le livre, j'ai lu quelques passages en livre numérique. Et comme je vous disais, le langage est encore là. On est vraiment dans le langage familier, un peu comme un langage parlé. On a l'impression qu'on est invité à la table de ces personnes-là. Puis qu'à un moment donné, à 4, ils vont nous raconter cette espèce d'événement-là dans leur vie qui a comme été un peu majeur, puis qui fait en sorte que d'un roman choral, ça devient finalement potentiellement plus comme un tissage riche, en fait, d'humanité. Donc, j'essaie de ne pas trop vous en dire non plus. Mais voilà, donc je ne pourrais pas dire que c'est un feel good. Je pourrais pas non plus dire que c'est pas du tout de la croissance personnelle parce que, en quelque part, oui, on peut tirer des leçons de ça, on s'entend, mais c'est pas vraiment ça le but. C'est comme plus un partage de tranches de vie qui nous fait vraiment réfléchir, qui nous fait rire à gorge déployée des grands bouts, qui nous fait monter les larmes aux yeux des grands bouts, qui nous fait nous
poser des questions sur la vie, sur notre opinion par rapport à la vie. Qu'est-ce qu'on en fait de cette vie-là? Est-ce que on est toujours en mode de se dire qu'on est insatisfait de la vie? Est-ce qu'on est toujours en mode de se dire il faut que je l'occupe à 1000%? Est-ce qu'on est en mode de se dire moi j'ai l'impression que je vais jamais mourir parce que je me sens toujours jeune, je vais toujours me sentir jeune? Est-ce qu'on est en train de se dire à chaque instant mon Dieu, je vieillis donc bien plus que la minute d'avant, j'arriverai plus à faire qu'est-ce que je fais, j'ai plus d'identité? C'est vraiment intéressant, c'est le rapport à la vie qui avance. Le rapport, évidemment, à la vieillesse en quelque part, mais plus à la vie qui avance. Donc, justement, on essaie de déconstruire un peu le préjugé sur la vieillesse, mais on ne le nie pas parce que les préjugés qu'on a sur la vieillesse, on est les premiers à les avoir par rapport à nous-mêmes, ceux qui sont sensibles à ça, par rapport à eux-mêmes. Je dirais que c'est ça, c'est rempli de bienveillance. Par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Genre juste, donnons-nous une chance. Donnons-nous une chance de faire une petite pause, remettre un peu les choses en perspective, puis de se dire, ben, écoute, peut-être que je peux continuer sur ce chemin-là, ou peut-être qu'il y a ce chemin-là, puis je vais voir ce que je vais faire, puis il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin. Évidemment qu'il y a des conséquences sur chacun des chemins, mais il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin. Fait que dans ce sens-là, c'est un peu bienveillant en quelque part. Je dirais que c'est plus comme un roman qui a une vibe positive. Mais plus que quand tu l'as terminé, tu te sens vraiment bien. Tu n'as pas l'impression qu'on t'a forcé à te sentir bien comme un peu de dégoulinant, de bons sentiments à la Hollywood. Absolument pas. Tu es passé par toute la gamme des émotions. Mais tu te sens bien parce qu'on dirait que on est passé justement à travers toutes les étapes un peu, on a diverses étapes de questionnement, de déni, de remise en question, on ignore tout, on reprend conscience versus certaines choses. On peut juste trouver ça beau. On peut juste trouver ça beau à quel point l'humain est adaptable finalement. Il faut juste croire à ça, à l'adaptabilité. J'ai adoré la plupart des personnages, comme je vous dis, il y a juste le personnage de Fabienne que j'ai un peu de misère, mais je pense que c'est un personnage que, encore là, il faut avoir un peu de bienveillance éventuellement. Je pense qu'elle n'en a pas beaucoup envers elle. Mais le personnage de Madame Giffard, à un moment donné, prend la parole, puis c'est comme la grand-mère qu'on voudrait avoir, mais c'est... En même temps, elle n'a pas eu une vie facile. Je sais pas, c'est hyper bien écrit. Je sais pas pourquoi je me suis sentie freinée. Peut-être parce que justement c'était présenté comme un roman feel good. Puis pour moi, j'ai un petit préjugé feel good. Souvent, c'est feel good comme dans on vous force dans la gorge de bien vous sentir. Puis c'est un peu trop genre croissance personnelle, Hollywood, tout ça. Et des fois, j'ai pas envie de cette espèce de mood-là. Mais là, au contraire, c'est comme super accessible, spontané. On a l'impression que les personnages ont vécu avant, puis qu'on les vraiment tranche de vie. Là. On les prend à un moment de leur vie, puis que leur vie va continuer après. Puis nous, on est juste chanceux d'être témoins de cette partie-là de leur vie. J'ai vraiment adoré cette lecture-là. Comme quoi, c'est vraiment un hasard, parce que je suis allée voir sur audio, il était là, je me suis dit, ah, bof, je l'ai commencé, puis finalement, je me suis laissée prendre. Fait que n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas cette plateforme-là, Audio, c'est une plateforme qui est gratuite. C'est produit par Radio-Canada. Il y a plusieurs livres audio. Il n'y a pas une grande quantité de nouveautés de livres audio. Ça prend quand même des moyens et du temps pour les faire. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été déçue par la qualité des livres audio. Il y en a pour la jeunesse, il y en a pour adultes. Donc, voilà. Si jamais vous voulez aller jeter un œil. Après, je vous ai dit, peut-être que je préfère une semaine 100% québécois. Quand je me dis ça, sur le coup, je me dis c'est un beau concept. Dans la réalité, c'est un concept absolument qui me freine. Parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup de livres québécois à lire. Là. Toute cette section-là ici, ce sont tous des livres québécois que j'ai hâte de lire. Mais qu'à chaque fois, je me dis, souvent, ils ne vont pas exister en version audio. C'est des livres que je sais qu'il faudrait que je rentre dedans puis que je sois capable de lire dans le fond d'un seul coup pour être capable de vraiment me sentir imprégnée puis peut-être apprécier l'écriture ou les sujets. Mais c'est souvent des livres que j'ai pas l'opportunité de faire ça, en fait, avec ce livre-là. Puis comme il n'y a pas de version audio, bien, je suis obligée de lire en morceaux. Puis on dirait que ça me fait plus décrocher. Là, comme je vous disais, il y a certaines caractéristiques d'un certain type de littérature québécoise qui ne vient pas me chercher, qui me déprime un peu. La littérature québécoise qui est vraiment dans tout va mal, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'issue. C'est peut-être une opinion impopulaire, ça reste mon opinion à moi. Mais souvent, je me sens comme... c'est trop intense pour moi. Je me sens pas capable d'en enchaîner beaucoup.
Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux varier. Là, je vous disais que je vais y aller potentiellement avec des auteurs-autrices québécoises ou des maisons d'édition québécoises. Je vais voir. Dans ma pièce à lire, ah oui, j'avais quand même un autre, mais bon, il est juste, c'est ici, là, celui qui a la tranche jaune ici, là. J'avais des livres que j'avais dans ma pièce à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, celui-ci qui est en fait un livre d'une autrice américaine publié chez une maison d'édition québécoise. Donc, pour moi, qui rentre plus ou moins dedans. Mais bon, si j'avais voulu faire avancer, j'aurais pu. C'est Sudi de Sarah Flanagan. C'est vraiment un roman que j'aimerais lire, mais il n'existe pas, même pas en version numérique pour que je puisse avoir de la lecture d'accompagnement. Il existe seulement en version papier. C'est un vieux texte. Et j'ai pas réussi à le trouver autrement. Puis c'est une grosse brique. J'ai juste pas. Il faudrait vraiment que je puisse lire comme 4 heures d'affilée pour être capable de vraiment me sentir à l'aise, de ne pas décrocher. Parce que je sais que c'est un sujet qui va peut-être au départ me mettre sur les freins, mais j'ai hâte de le lire. Ça traite entre autres de l'esclavage aux États-Unis. Et voilà, donc il y aurait peut-être celui-là, mais bon, techniquement, il ne rentre pas vraiment dans le critère. C'est pas une autrice québécoise, à part que c'est une maison d'édition québécoise. Bon. Sinon, j'en ai quand même 2 autres dans ma pièce à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Tout d'abord, le tout nouveau Naomi Fontaine, donc Eka Achaté, Ne flanche pas, chez Mémoire d'Encrier, qui est, si je me souviens bien, c'est un récit choral. Elle donne la voix, en fait, aux aînés dans différentes communautés, puis comment ils ont vécu un peu leur vie et tout. Donc, c'est un enchaînement de petits chapitres. Très court par moment, je dirais 2-3 pages par chapitre. Donc, il reste celui-là. Mais encore une fois, je peux l'avoir en numérique, donc je pourrais commencer en papier. Au pire, faire un peu de lecture d'accompagnement, mais avec la belle plume de Naomi Fontaine, je ne suis pas sûre que ça va vraiment être top, mais peut-être ça me permettrait au moins de juste pas décrocher entre les moments où je lis. Donc, il y aurait peut-être celui-là que je pourrais lire. Sinon, il y a celui-ci, ça, il faudrait que je lise vraiment en papier. Il existe en numérique, mais il n'y a pas de version audio. D'ailleurs, le Miracle fait des versions audio de vos petits opuscules pour ados, ça marcherait, je suis certaine. Petit message ici, si jamais il y a des éditeurs dans la salle. Donc, celui-ci, donc Sarah Lalonde, c'est Morte Rose de Sarah Lalonde. Je l'avais connu avec Trash Anxieuse. Puis là, ici, on est encore avec une espèce de road trip intergénérationnel entre une petite fille et la grand-maman qui apprend, je pense qu'il reste beaucoup de temps à vivre, puis qui partent un peu sur un road trip bucket list, je veux faire des choses avant de mourir. Et ça, c'est écrit en vers libre habituellement, Sarah Lalonde. Donc, encore une fois, l'effet d'accompagnement, c'est pas l'idéal. Je peux le faire, mais c'est pas donner d'intonation. Donc, bon, bref. Celui-ci. Donc, il reste ces deux-là dans la pièce à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Sinon, dans les achats récents, j'en ai plein d'autres, mais dans ce qui est récent, j'aurais un roman graphique que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir, qui est Pleurer dans les petits pains à hot dog de Valérie Boivin. J'étais super motivée quand je l'ai acheté, je ne me suis pas encore lancée dedans, donc vraiment, on voit ici, ça ressemble à ça. Et sinon, j'ai 2 albums jeunesse que j'ai depuis longtemps. Il va falloir que je rapporte à la Bibli éventuellement. La Bibli où je suis allée chercher mon livre hier, qui est mon fameux haïku en bord de mer, qui celui-ci est une autrice québécoise, Réa Dufresne, mais publié chez Rouillac, un éditeur européen, avec une illustratrice européenne aussi, je crois. Il y avait celui-là, puis je suis sûre que je l'ai feuilleté, je pense, quand je l'ai acheté pour la bibliothèque, mais il me semble que je ne l'avais pas lu au complet. Ou je l'ai feuilleté, je l'ai lu, puis je m'en souviens plus, mais j'aimerais ça le relire. Donc, il y aurait 2 albums qui sont, dans un cas, des autrices québécoises, créatrices québécoises, et dans l'autre, une illustratrice internationale, mais publiée, dans le fond, dans une maison québécoise. Donc, c'est celui-ci, c'est Inondé. Et c'est celui-là qui est par une illustratrice internationale, qui est Maria Jo Illustrayo. C'est publié chez Les Malins. Donc, on est ici dans un album où on se réveille, une ville se réveille un matin et en fait, tout est inondé. Donc, ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'était évidemment les traits, l'audace d'une colorimétrie très simple. Donc, ça, je sens doute de pouvoir le lire assez rapidement. Et il y avait celui-ci que j'avais emprunté, qui était sur... Il me semble que c'était sur la différence. Donc, un enfant qui a des focus d'apprentissage spécifiques pour des connaissances, mais évidemment qu'au niveau social, ça ne se passe pas nécessairement bien. Donc, c'est celui-ci, Le Chant de la Grive. C'est de Martine Arpin, illustré par José Bisaillon, et c'est publié chez Deux. Donc, celui-là qui me tentait bien aussi. Je vais vous montrer peut-être... Bon, justement, un moment où on parle de le moment social qui se passe pas super bien. Donc, tout ça, c'est du québécois que je pourrais lire cette semaine.
Et j'ai pas de problème à lire ça cette semaine. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas de livre audio. Puis j'aime ça avoir un livre audio. Puis c'est sûr que je pourrais enchaîner des lectures d'accompagnement, mais pour moi, ça reste quelque chose qui est pour dépanner. Je voudrais surtout jamais que les livres audio arrêtent d'être produits. Puis qu'on remplace ça par de l'IA ou les lectures d'accompagnement. Je trouve que ça a une fonction vraiment de soutien, les lectures d'accompagnement, pour les gens qui ont des difficultés, qui ont des différences, en fait, des handicaps, en fait, visuels. Et je pense que ça aide énormément. Mais ça reste que c'est sûr qu'il n'y a pas d'intonation, donc je préfère quand même privilégier les livres audio avec un travail qui a été fait au niveau des comédiens. Donc, je ne sais pas quoi faire. Parce que là, dans les livres audio québécois, comme je vous dis, il y en a vraiment peu. Et c'est les studios Bulldog, la plupart du temps, qui les font, sont excellents. D'ailleurs, il y a un nouveau livre de la collection Micro qui est chez La Courte Échelle, je crois. Je pense que c'est Enflammé. Je l'ai vu. Je l'ai en numérique, mais j'ai vu qu'il existait en livre audio puis il est disponible à une des bibliothèques. Mais je suis en file d'attente, j'espère, vu que c'est un livre audio super court, que la personne va peut-être le lire vite puis le remettre en disponibilité rapidement. Peut-être que je pourrais lire cette semaine, mais ça reste un livre audio de comme 1 heure. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui va me tenir toute la semaine. Donc, j'aurais envie de faire un vlog juste québécois, mais je sais juste pas si ça va tenir. Sinon, c'est sûr que je peux quand même regarder si dans ceux qui sont là, j'en aurais pas qui pourraient être en livre audio, qui ont été faits. Je pense pas, pour vrai. Puis voyez-vous, il y en a beaucoup. Puis c'est dommage. Puis je sais pourquoi, parce qu'on est voyons, un marché, entre guillemets, le marché francophone au Québec, qui est un marché assez petit, qui est riche, mais qui est petit. Donc, c'est sûr que comme ça coûte cher faire des livres audio avec des comédiens québécois, c'est sûr que ça va être souvent des compagnies locales qui vont les faire. Je pense que Libre Expression en fait, donc est une maison d'édition, et que les autres, ils produisent aussi leurs livres audio, mais sinon, c'est Studio Bulldog la plupart du temps. Puis, ben ça prend les reins assez solides pour faire ça, fait que c'est pas une question de le manque de volonté, mais je trouve quand même que ça manque, parce que je trouve que ça rend les choses accessibles d'une autre façon que juste par le texte. Puis, voyez-vous, pour moi, souvent, ce que ça va me faire, un livre audio, c'est que ça va lancer un peu ça va me titiller l'intérêt, puis ça va me faire poursuivre la lecture après. Donc, je sais pas trop quoi faire. Fait que je vais voir. Est-ce que je vais quand même me mettre un livre audio qui est autre, puis juste lire après ça du québécois le restant de la semaine? Je sais pas. Je vais pas non plus m'empêcher de passer une semaine sympathique en termes de lecture juste pour un concept, mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant à lire juste du québécois. Donc, je sais pas. Je vais vous tenir au courant. Mais je vais quand même vous parler de tout ça. Donc, voilà. Maintenant, vous savez ce que potentiellement je pourrais avoir comme genre pioche à lire de la semaine. Je sais pas. C'est l'avenir le dira. Fait qu'on se revoit dès que j'ai autre chose à vous dire. Et bonjour! Alors, on se recroise parce que c'est l'heure du midi. J'ai des choses dont je vais vous parler. Premièrement,
j'ai reçu du courrier ici, n'est-ce pas, comme vous pouvez voir. Donc, tout d'abord une précommande, puis d'autres petites commandes pour compléter les collections. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Alors, préparez vos oreilles, ça fait du bruit. Alors, c'est le tout nouveau, excusez, encore du bruit. C'est le tout nouveau, tout beau Tom Gold qui est publié chez Drawn & Quarterly. J'avais fait une précommande, alors le voici. Donc, le tout nouveau Physics, j'arrive pas à... Voilà. Physics for Cats. Oh, pourquoi il ne veut pas focuser? Je ne sais pas pourquoi. Physics for Cats, voilà. Et je ne sais pas, je n'ai même pas encore feuilleté. Encore une fois, toujours des petites planches, soit des 4 à 6 cases, des cases complètes, des 2 cases. On est, d'après ce que je peux comprendre ici, dans l'univers de la science, donc j'ai vraiment hâte. Puis, ben voilà. Donc, Tom Gold, habituellement, je les aime pas tous à part égale, les Tom Gold. J'aime toujours son ton. Des fois, il y a des recueils que je trouve qui sont un peu inégaux, mais celui-là, il me tentait vraiment. Donc, voilà. Donc, il est arrivé, je passe déjà en librairie. C'est juste que nous, avec le férié de lundi, ben, je l'ai reçu, ça un peu décalé. Mais je pense qu'il est déjà disponible en anglais. En français aussi, je pense. Je pense même qu'il est paru en français en premier. Donc, voilà. Et sinon, ensuite, cette grosse boîte ici que je vais ouvrir encore une fois. Alors, bougez les oreilles. C'est parti! Ouf! Alors, cette boîte-là est particulière parce qu'il y a des trucs pour ma bibliothèque, donc que j'ai déjà lu. Puis, il y a aussi des livres que je ne pensais pas trouver. Là, en fait, j'ai essayé de les trouver autrement. C'était plus difficile de les trouver à l'état neuf. J'aurais aimé ça parce que ça aurait donné des sous à l'autrice plus. Là, dans ce cas-ci, c'est des liquidations d'inventaire. Absolument, je pense qu'il n'y a pas vraiment rien beaucoup qui est donné à l'auteur, mais bon, c'est la vie. C'est une autrice que je suis en fait sur le BookTube, parce qu'en fait, j'ai connue par BookTube et j'ai réalisé que c'était une autrice et qui écrivait des styles divers. Dans le fond, je pense qu'il y a un peu de poésie, roman pour adultes, un peu plus en mode spooky, album jeunesse. Elle écrit beaucoup avec des contextes qui sont en mode représentativité, particulièrement pour les gens qui vivent avec des handicaps. C'est son cas à elle, mais c'est pas nécessairement le focus de ses livres. Donc, il y en a plusieurs là-dedans. Alors, comme je vois que mon chat est un peu énervé, je vais lui fournir la boîte. Quoique non. Il va falloir qu'elle apprenne à gérer son impatience. Alors, tout d'abord, en termes de... Donc, ça commence par ses livres, justement. En termes de littérature jeunesse, ces deux premiers, c'est une série d'albums qui ont été traduits en français aussi, je crois. Et c'est donc Franklin and Luna. Celui-ci, c'est In the Book of Fairy Tale. Donc, c'est par Jen Campbell. C'est une autrice qui habite en Angleterre. Donc, je vais vous montrer un peu peut-être les illustrations. Et à l'arrière, ça dit que, si j'ai compris, Franklin, c'est le dragon et Luna, c'est la petite fille. Et là, c'est la fête du dragon aujourd'hui et tout le village est en train de planifier une super fête surprise. Mais pour être sûr que tout reste secret, ben en fait, la meilleure amie de Franklin, donc Luna, essaye de le distraire en l'amenant à la librairie. Et là, à la librairie, ils vont découvrir un étrange livre qui va dire « Ne m'ouvrez pas ». Mais éventuellement, malheureusement, l'animal de compagnie de Luna, qui est une tortue de compagnie, va juste comme être curieux et ouvrir la page du livre et disparaître. Donc, ça a l'air vraiment chouette. J'aurais essayé d'avoir en format rigide, mais il n'était pas disponible. Donc, déjà, je trouve ça intéressant. Dans la même série que celui-là, il y a celui-ci. Donc, Franklin's Flying Bookshop. On voit ici, donc toujours Franklin et j'imagine Luna. Et on va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est très cool. On est dans les Vikings ici. Voilà. Et ici, ça dit que le dragon Franklin, adore les livres et il aime beaucoup les lire à voix haute à tout le monde, dans le fond, pour que tout le monde puisse les dévorer. Mais il aime ça, mais c'est un dragon. Puis là, il dit si seulement les gens du village n'étaient pas autant terrifiés par le fait qu'il est un dragon,
Heureusement, ah ben dans le fond, je pense que ça va être la rencontre, c'est peut-être le premier justement. Donc, il va rencontrer une jeune fille qui n'a pas peur du tout de lui et qui est Luna et qui adore autant que lui les histoires et ils vont devenir en fait des grands amis et ils vont essayer de trouver un plan justement pour que Franklin puisse lire les histoires à tout le monde sans que les gens soient apeurés. Alors voilà. Et sinon, un autre de l'autrice. Celui-ci, c'est un recueil pour adultes, je crois. Oui, un genre de recueil de contes qui font peur, gruesome tales, donc des contes terrifiants. Alors, c'est celui-ci. Donc, je n'ai pas le titre d'ici. The Sister Who Hate Her Brothers. Donc, déjà en partant, ça part mal. And Other Gruesome Tales. Donc, de Jen Campbell, illustré par Adam de Souza. Tantôt, je n'ai pas dit c'était illustré. Ces deux albums sont illustrés par Katie Arnett. Et c'est toujours publié chez Thames & Hudson, donc l'éditeur. Et bien, celui-ci, c'est un recueil de contes qui font peur et à la veille de l'Halloween, trop chouette. Je ne sais pas si c'est par chapitre, je pense. Ah, puis c'est des contes qui viennent de différents pays et qui ont été colligés, dans le fond. C'est ce que je comprends et j'imagine un peu adapté ou édité par Jane Campbell. Donc, on a plusieurs pays, dont la Corée, l'Irlande, Japon, Norvège, Niger, des contes du peuple Innu, Égypte, Germanie, Allemagne, donc c'est vraiment cool. Donc, ici, on a The Boy Who Tricked a Troll en Norvège. Mais voyez-vous, à l'intérieur, on est vraiment justement dans un classique là, de recueil de contes, donc comme c'est ici. Et je trouve ça bien intéressant, donc son autre livre. Sinon, dans un de ses plus récents vlogs, elle parlait justement de sa sélection de livres qui, pour elle, comme évoquent l'automne. Puis, il y a celui-là qui était parmi ces livres-là, d'une autrice que je ne connaissais pas du tout en album jeunesse, et qui semble en avoir fait pour chacune des saisons de l'année. Puis là, j'ai failli, il y avait aussi un autre, celui de l'été, mais là, je vais commencer par en prendre un pour voir, puis si j'aime ça. C'est encore chez l'éditeur Thames & Hudson, donc j'imagine que c'est son éditeur à elle. Mais voilà. C'est donc Mouse's Wood. Et c'est écrit et illustré par Alice Melvin. Et de ce que j'ai compris, c'est que c'est un livre, c'est ça, c'est un livre avec animation. Donc, par exemple ici, puis on a un petit volet avec l'intérieur de la maison. Et ce que ça va être, c'est qu'on va suivre la souris qui s'en va dans une aventure à travers les bois et qui avait en fait dans ses projets d'aller visiter des amis qui habitent dans la forêt, puis elle aime beaucoup en fait quand les saisons changent. Et dans le fond, on va la suivre dans son périple tout simplement. Donc j'ai vraiment hâte. Comme là, on arrive vraiment à plus la saison qui... On a encore nos feuilles, mais bientôt ça va être ça. Donc ça, c'est une de ces suggestions de lecture que j'ai découvertes qui était là, donc c'est très drôle. Et celui-ci, c'est un album jeunesse d'une autrice que j'ai connue plus en roman graphique, dont j'aimais vraiment l'humour un peu décalé. Et là, j'ai vu qu'elle avait fait un album jeunesse qui a même gagné Caldecott Medal, donc qui était un prix quand même dans le milieu anglophone qui était assez reconnu pour tout ce qui est littérature jeunesse. Et c'est celui-ci, donc c'est Leave Me Alone de Vera, je sais jamais comment on dit son nom, Brusgol, aucune idée. Voilà, et voilà, donc évidemment, c'est écrit et illustré par elle. Elle a été connue pour, moi j'ai connu avec Be Prepared, Jane and the Plaid Mermaid, je mettrai des vignettes et tout ça. Donc dans celui-ci, c'est une histoire à structure répétitive, donc pour les tout petits, et c'est dans le fond, c'est une histoire épique au sujet de la grand-mère de quelqu'un. En fait, d'une grand-mère, d'un géant, d'un sac géant de laine et de son aventure un peu épique pour essayer de finir son tricot. Parce qu'elle rencontre plein de monde, puis j'imagine qu'ils sont toujours en train de la déranger pendant qu'elle est en train de tricoter. Donc, je trouve ça vraiment cool. Donc, celui-ci. Et enfin, il me manquait seulement celui-là dans la tétralogie de Lewis Island. Et c'est le premier tome, je l'ai lu, mais je ne l'avais pas. Donc, The Black House de Peter May. Donc, ça va rejoindre ma bibli. Je suis super contente. Je vais donner la boîte à mon chat parce que, clairement, on s'en sort pas sinon. Et sinon, en termes de lecture en cours, écoutez, j'ai décidé de poursuivre mon idée de lire juste du québécois. On est quand même le mercredi 15 octobre, donc en même temps, le temps avance aussi dans le vlog, là, mais
j'ai la recherche à faire, en fait, pour une animation que je vais potentiellement faire cet hiver, pas potentiellement, que je vais faire cet hiver, et qui est en fait en forme de club de lecture. Et j'aimerais ça essayer de sonder quelques livres pour être sûr que ce sont vraiment des bons livres en fait, au sujet desquels discuter. Et j'ai vu qu'il y avait une autrice québécoise que ça fait longtemps que je vois passer, mais que je n'avais jamais vraiment lu, et qui écrit, en fait, des romans policiers. Si vous entendez du bruit, c'est juste mon chat qui est vraiment excité parce que elle est en train de jouer avec le papier qui est dans la boîte. Donc, elle écrit des romans policiers et la caractéristique d'un de ces romans, en fait, c'est que ils sont menés par un enquêteur, un journaliste qui fait plus de l'enquête habituellement, mais là, dans le fond, qui va se ramasser un peu mêlé à des meurtres parce que finalement, il prend le relais pour, dans ce cas-ci, en tout cas, c'est après le temps des fêtes, puis là, il n'y a pas grand monde, puis on l'envoie pour couvrir un fait divers en Estrie, puis là, ben, il va, mais finalement, il se ramasse dans une situation où ça va un peu piquer sa curiosité, puis il va mener l'enquête. Donc, c'est sûr que c'est un point de vue qui est différent, qui n'est pas par le policier nécessairement, et ça semble assez sordide comme ambiance. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à avoir la version audio, malheureusement, qui est seulement disponible sur Audible, donc par Amazon, mais c'est quand même un comédien québécois qui l'a fait. Ça fait partie des versions audio qui me plaisent moins dans le sens où c'est très, très neutre, c'est correct, là, mais moi, c'est moins un parti pris que j'aime, dans le sens que c'est pas que j'aime nécessairement que ce soit hyper, qu'on mette de l'emphase qui n'existe pas, mais dans un cas comme ça, on dirait que là, ça me donnait presque l'impression que l'écriture de Catherine Lafrance était pour moi peut-être pas tout à fait à la hauteur, alors que je suis pas certaine que c'est ça. C'est juste que la façon dont c'est lu, peut-être que ça souligne un petit peu plus des aspérités que si j'avais lu en papier, je ne l'aurais pas réalisé. Donc, je l'ai aussi emprunté en numérique pour essayer de faire un peu la part des choses. Mais bref, c'est ma lecture audio en cours. Puis, ben, je lâche pas mon projet d'essayer de lire les autres petites lectures dont je vous ai parlé potentiellement. Peut-être pas nécessairement toutes, genre Naomi Fontaine, on va voir, là, mais peut-être au moins Morte Rose de Sarah Lalonde, puis au moins les 2 albums jeunesse. Ça, c'est pas comme si c'était vraiment compliqué. Donc, je vous tiens au courant pour la suite, mais je vais juste vous faire le petit coucou traditionnel du dîner. À bientôt! Hey, coucou vous autres! Alors, me voici en mode studio mobile. On est le jeudi 16 octobre, il me semble. Et je viens vous parler parce que finalement, j'ai réussi. J'ai eu l'opportunité de faire 2 lectures québécoises. C'était pas celle que je vous ai montrée par contre, mais c'est quand même des nouveautés. Donc, tout d'abord, un autre tout récent, Élise Gravel, qui est un documentaire jeunesse publié chez Scholastique. Et ça s'appelle Ensemble, un livre sur la communauté. Et c'est un documentaire qui s'adresse, je dirais, préscolaire jusqu'à peut-être 2e cycle du primaire. Je dirais jusqu'à peut-être 8 ans, 8-9 ans. Bon, on peut lire après, mais c'est vraiment, tu sais, c'est un documentaire qui propose une vulgarisation un peu plus spécifiquement dirigée vers ces groupes d'âge-là et qui est très épuré en termes de texte. Donc, bon. En gros, on va voir Élise Gravel qui, avec l'aide de ces savoureux monstres qu'on aime toujours, dont on ne se tanne pas, va nous expliquer des concepts assez abstraits comme la communauté, l'importance de la communauté, l'importance de la place de chacun dans la communauté. Donc, mais dans le sens où, en mettant de l'avant, en fait, les notions comme la solidarité envers la communauté, envers différentes personnes dans la communauté qui peuvent être peut-être différentes ou qui peuvent être dans le besoin ou qui peuvent être discriminées. Donc, le fait de être solidaire en la communauté plus forte. Le fait aussi, en effet, qu'il y a de la différence, qu'il peut y avoir de la différence autant au niveau personnel qu'au niveau des ressources auxquelles chaque personne a accès et qu'il y a une communauté qui laisse une certaine partie de ses membres dans le besoin, en fait, et pas une communauté heureuse, puis que plus on va faire en sorte de répartir un peu, dans le fond, l'accès aux ressources,
puis plus ça va être une communauté qui va être riche, puis solide et tout ça. Donc, super intéressant parce que dans le fond, il y a vraiment des notions, comme je vous dis, là, comme la différence, la discrimination, les inégalités sociales, les inégalités de revenus, la solidarité, c'est des notions qui sont comme assez, on s'entend, là, c'est assez abstrait. Puis je trouve que c'est tellement bien fait, super simplifié, mais pas simpliste. Et vraiment un principe de un concept par 2 pages, je pense, mais ça reste quand même, c'est présenté un peu comme un album. Donc, encore une fois, Élise Gravel qui maîtrise absolument ce genre de proposition-là. Ces documentaires comme ça, je trouve qu'ils sont toujours vraiment, vraiment bons. Puis, sont toujours excellents, mais plus particulièrement ceux qui sont destinés justement comme ça à ce jeune public-là. Je trouve qu'elle est vraiment bonne pour comme extraire l'essentiel de ce qu'elle veut dire, l'essentiel de concepts qu'on aurait l'impression qu'ils ne sont pas décomposables en éléments aussi clairs. Donc, puis ben, c'est toujours aussi rigolo parce que c'est l'univers d'Élise Gravel. Donc, excellente lecture. Tout juste paru. Ensuite, j'ai lu un autre... on est dans un autre univers. Donc, j'ai lu un tout récent opuscule qui a été publié chez La Pastèque, je crois. C'est La Maison Cachette. Et c'est de Erika Soucy, illustré par Geneviève Biguet. C'est très, très, très remuant. C'est un roman graphique, je dirais, qui s'adresse potentiellement, je sais pas, peut-être 6-9 ans, peut-être, mais qui peut quand même être apprécié plus tard en raison du sujet qui est abordé. Donc, c'est un roman graphique qui va aborder, en fait, la violence conjugale mais à hauteur d'enfant, donc l'impact que ça a sur la cellule familiale, sur les enfants. Mais c'est pour une fois, on aborde lorsque quelqu'un quitte le lieu où la violence conjugale a sévi. Donc, souvent, on va avoir des moments où c'est pendant le moment où le traumatisme se passe, puis après ça, très, très longtemps après. Mais là, on a vraiment une toute petite introduction sur le contexte. Donc, une petite fille qui habite dans une maison avec sa mère et son frère Laurent. Une fille s'appelle Tania. Donc, une petite fille s'appelle Tania qui a 8 ans, qui habite dans une maison avec son frère Laurent et qui, visiblement, dont la mère est victime de violences conjugales. Elle, tous les soirs, elle entend, dans le fond, les gens qui... ben, pas les gens, mais elle entend son père qui est violent avec sa mère et tout ça. Et, ben, elle a fini par prendre des plis de protection d'elle-même et protection de son petit frère en disant, ben faut pas que je sorte de la chambre, sinon ça va être pire. Faut pas que je me fasse remarquer et tout ça. Donc, on est, en fait, vraiment, ça va être elle qui va faire la narration. Donc, on est vraiment à la hauteur de cette petite fille-là. Et éventuellement, très rapidement, dès le début du livre, en fait, on va voir arriver la tante et un oncle. En fait, une tante qui arrive et qui dit, dépêche-toi, Tania, la valise est prête. Et après qu'il y a eu une grosse commotion en bas, puis que Tania ne sait pas vraiment exactement ce que c'est. Puis là, Tania ne comprend pas trop. Et dans le fond, on comprend que la tante amène Tania et son frère dans une maison pour femmes violentées. Donc, ils vont arriver dans cette maison-là, qui est la maison cachette un peu. Donc, et elles vont arriver là, ils vont retrouver leur mère. Puis là, ben, dans le fond, ça va être là, justement les premiers moments dans cette maison-là. Donc, réapprendre à exister dans un endroit qui est une cachette. En fait, personne ne peut savoir qu'ils sont là parce que c'est trop dangereux. Et on est dans un moment où il y a les anniversaires de Tania qui n'a pas eu d'anniversaire, puis son petit frère, son anniversaire, c'est tout bientôt. Puis toute la notion qu'un enfant va comprendre qu'il arrive maintenant dans un milieu, tranquillement, dans un milieu plus sécurisé, il va voir ses parents, sa mère pleurer, puis, mais aussi, il ne va pas pouvoir inviter des gens de l'extérieur dans cette maison-là parce que justement, c'est une maison qui est faite pour les protéger. C'est vraiment bien fait, c'est tout délicat. Il y a des émotions, puis il n'y a pas juste des émotions de... Il n'y a pas juste des émotions de soulagement, parce que dans le fond, Tania comprend quand même, puis elle comprend que son père, c'était pas correct. En même temps, elle est assez vieille pour se dire, oui, mais là, on est parti de où est-ce qu'on est. Ça veut dire que je ne peux pas voir les gens de l'extérieur. Mon petit frère n'aura pas sa fête. Donc, elle n'est pas non plus... Elle n'a pas encore passé le stade de pouvoir réagir en mode soulagement ou en mode je me laisse aller, je pleure. Elle est comme en mode un peu sur la défensive.
Alors que le petit garçon, lui, il est plus jeune, donc il n'a pas vraiment conscience, puis lui, il voit plus qu'est-ce qui est offert là. Puis la personne qui les accueille dans cette maison-là est super accueillante, puis c'est le fun, c'est des bonnes pistes aussi de la façon dont on verbalise les choses par rapport au fait que, par exemple, dans cette maison-là, on voit souvent les mamans pleurer, mais c'est comme ça, puis c'est pas grave du tout. Toi aussi, tu peux pleurer. Donc, la façon que c'est abordé, je trouve ça super intéressant parce que on peut pas dire non plus aux enfants qu'il n'y aura pas de larmes, puis les enfants sont toujours inquiets quand les parents pleurent, mais en même temps, là, c'est comme nécessaire que ça se passe. Puis c'est aussi pour donner le droit aux enfants de relâcher un peu la garde. C'est super bien fait. On n'est pas dans la mise en situation très détaillée de la violence. On est vraiment dans, comme je vous dis, l'impact qu'on a à hauteur d'enfants de 8 ans, mais aussi sur cette vision-là, justement, des maisons cachettes, donc foyers pour femmes violentées. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est très peu abordé. L'univers de Geneviève Biguet est très touchant, tout en texture, en feutré, en évocation. Elle va vraiment, on perçoit vraiment bien les émotions qui se multiplient, qui se bousculent au cœur des personnages. On ne peut pas vraiment rester indifférent au sujet. Puis je trouve qu'à la fois dans le texte, donc dans le texte, le découpage qui est proposé dans le roman graphique et dans l'univers visuel, dans le fond, de Geneviève Biguet, je trouve que c'est vraiment parfait comme approche. Bon, je ne suis pas une spécialiste non plus de ce milieu-là, mais ça me semble vraiment une belle opportunité d'aborder ça avec les enfants. Maintenant, est-ce que c'est grand public? Je ne sais pas. Dans le sens où oui, c'est pensé comme grand public, mais ça reste un sujet qui est remuant. Donc, c'est sûr que peut-être garder, dans le fond, en tête que ben ça reste que c'est là, je crois, pour permettre d'ouvrir la porte sur ce sujet-là aussi. Donc, dépendant des enfants, s'il y en a qui sont concernés directement ou indirectement, j'imagine que c'est quelque chose qui est très intéressant. Sinon, au-delà du fait que c'est un excellent outil, ça reste que c'est pas un livre-outil. Donc, c'est un livre qui a été conçu justement pour qu'on vive une histoire, qu'on ait la possibilité d'apprendre à partager un point de vue avec pas partager un point de vue, mais à vivre une partie des émotions par le biais du point de vue de la petite fille, qui est un biais qui est intéressant parce qu'évidemment qu'on n'a pas toutes les informations des adultes. Donc, vraiment, très belle découverte. Remuant, mais très belle découverte. Donc, n'hésitez pas à le feuilleter si vous voulez. Ça vaut peut-être la peine. Peut-être que dans votre entourage, il y a des gens qui gagneraient potentiellement à avoir ça un peu sous la main. Évidemment, dans des classes, peut-être dans certains contextes, ça peut être aussi utile. Donc, voilà. Alors, ce sont mes lectures québécoises du jour. Pour le moment, je poursuis toujours ma lecture audio du Catherine Lafrance. Et là, j'ai comme trouvé un peu une façon de me réconcilier avec le narrateur qui n'est pas un mauvais narrateur, mais je crois qu'il a eu la consigne de parler très lentement, ce qui est le cas des fois dans certains narrateurs de livres audio, parce que dans le fond, comme je vous disais, on demande ça aux comédiens pour que, après ça, le lecteur puisse ajuster sa vitesse sans que ça ait un impact trop sur, j'imagine, la sonorité de la voix. Mais ça faisait que c'était très plat, puis détaché, puis là, j'ai un tout petit peu augmenté la vitesse, même à une limite qu'habituellement je ne vais pas, là, qui n'est pas très élevée, mais quand même. Puis là, on retrouve un peu plus l'allant. Donc, ça demeure quand même une narration qui est très neutre, une narration qui parfois, je dirais, est un peu scolaire, peut-être dans la prononciation, mais je pense que ça a été demandé comme ça aux comédiens. Donc, je ne vais pas mettre nécessairement lancer la pierre aux comédiens. S'il y a eu une commande des producteurs, c'est bien correct. C'est juste que je crois que pour un livre comme ça, c'est sûr que c'est un récit qui est haletant. Catherine Lafrance, elle multiplie les péripéties, puis les choses, puis les imbroglios, puis je vous parlerai plus du résumé quand je vais vous faire donner mon avis final, mais ça demeure que, comme c'est avec un langage courant, mais en même temps, c'est narré en partie en français international, puis à partie en français québécois. On dirait qu'il y a comme une petite incohérence. Fait que je ne sais pas si ça a été juste demandé aux comédiens, j'imagine que oui. Donc, mais bref, je me suis réconciliée avec la version, puis je continue. Je suis rendue presque à la moitié. Donc, voilà, je vous tiens au courant quand j'ai terminé. Et c'est ça. C'est tout. À tout bientôt. Bonjour aux autres. Alors,
Alors, on est le vendredi 17 octobre, je crois. 17 octobre. Et ben, c'est notre rendez-vous assez habituel, pré-boulot, post-course, voilà. Et ça va aussi être sans doute le dernier segment de ce vlog-ci parce que le vlog est déjà assez long. Donc, je viens tout juste à l'instant de terminer l'écoute, donc la lecture audio du fameux livre de Catherine Lafrance, donc dont le titre est finalement a posteriori L'étonnante mémoire des glaces. C'est publié chez Druide. Et je vais vous lire rapidement la quatrième de couverture, au moins pour vous mettre en contexte. La pluie verglaçante est tombée toute la nuit. Montréal ressemble à une patinoire. Dans la salle de rédaction à moitié vide d'un quotidien, où traînent encore des guirlandes de Noël, des reporters rentrent lentement au travail, tandis qu'à Saint-Albert-sur-le-Lac, village aux allures de carte postale niché au cœur des cantons de l'Est, on constate les conséquences tragiques d'un incendie. Le journaliste Michel Duquesne est dépêché sur place. Une révélation étonnante, puis des traces emprisonnées dans la glace vont l'amener sur une piste qui l'exposera à des dangers insoupçonnés tout en réveillant en lui des monstres de son enfance. Donc, vous voyez un petit peu la dynamique. Écoutez, j'ai apprécié. Comme je vous dis, je me suis réconciliée avec la version audio en mettant la vitesse plus rapide. On a retrouvé le rythme normal. C'est clair que c'est une consigne qui a été donnée au narrateur d'aller trop lentement à des fins d'adaptabilité au lecteur, mais ça faisait dans le fond que, comme je vous disais, ça désincarnait un peu son interprétation. Alors que quand j'accélérais un peu, ça devenait vraiment un rythme de voix normal, donc on sentait un petit peu plus quand même vraiment le jeu qu'il y avait dans la narration. Il y avait quand même une narration neutre globalement, mais c'est pas aussi froid, disons, que ce que j'avais au début, donc juste rétablir les choses quand même. Sinon, comment j'ai aimé ça? Je sais pas. Je dirais que ça a été une bonne lecture. C'était une lecture prenante. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est une intrigue haletante, clairement. C'est une intrigue très sordide. Traumavertissement à l'appui. Donc, les monstres de son enfance, disons, c'est pas tant juste dans la vie de Michel Duquesne. On va voir apparaître beaucoup de sujets qui sont en lien avec des abus sexuels sur différentes clientèles. Donc, je vais dire ça comme ça. Donc, puis il y a quand même, il n'y a pas de description complète, mais c'est sûr que c'est quand même évoqué très souvent. Et il y a aussi beaucoup de description des situations qui sont tendues. Par exemple, il y a un incendie au début, comme c'est indiqué, bien, on va décrire les gens qui vont être dans l'incendie. Là, c'est pas un divulgateur, on le sait dès les premières pages. Il y a des gens qui vont mourir dans cet incendie-là et on va décrire l'incendie du point de vue de l'intérieur de l'incendie. Donc, juste pour vous dire, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Moi, des fois, c'était un peu à la limite de ce que je pouvais soutenir, mais c'était quand même, bon, quand même correct. Après, au niveau de la structure, je trouve ça intéressant qu'on ait plusieurs points de vue. Donc, c'est multiples points de vue. On a majoritairement le point de vue de deux journalistes, donc de Michel Duquesne et Anne-Marie Bérubé, qui est une journaliste du journal local. Je ne vous dirai pas comment ça se fait qu'on a ces deux points de vue-là, mais on en a deux. On va avoir un peu de point de vue quand même de certains policiers impliqués, mais clairement, c'est une enquête qui est vue sous les yeux d'un journalisme d'enquête, donc vraiment différent d'une enquête policière. Cela dit, c'est quand même en parallèle d'une réelle enquête policière, donc où il y a potentiellement des prosécutions, des conséquences, des sentences et tout ça. Là. Donc, c'est pas juste, mettons, faire une enquête pour faire un article. Donc ça m'a vraiment plu. Les personnages, j'ai trouvé qu'on y croyait bien. Donc, très bonne galerie de personnages, très humaine, très tout en imperfection, en nuances, comme on pourrait vraiment en retrouver dans la vie régulière. Donc, je dirais dans la vie de tous les jours, la vie régulière, comme s'il y avait une vie non régulière. Ben, je sais pas, des fois la vie est irrégulière. Bref, donc ça, c'est présent, puis j'ai beaucoup aimé ça. Je pense que la chose qui m'a fait un peu moins accrocher, puis c'est un peu dommage parce que ça reste quand même un peu quelque chose d'important, c'est la plume de l'autrice. Donc, je me suis demandé si c'était, comme je vous disais, lié à la narration. J'ai quand même lu des parties en numérique un peu pour voir. C'est une plume utilitaire avec certains moments d'envolée, disons, poétique. Ça m'a donné un peu l'impression que peut-être c'est le premier d'une série, je ne sais pas si les autres sont différents. Ça m'a donné l'impression d'une plume qui a beaucoup d'enthousiasme, qui veut vraiment nous le transmettre, donc qui veut justement créer un climax, une tension chez le lecteur, puis ça fonctionne.
mais c'est comme s'il n'avait pas réussi à choisir entre une plume utilitaire, donc plus neutre, ou une plume plus lyrique. Et là, on dirait que si des fois c'est intéressant d'avoir un hybride, on dirait que là, moi, ça m'a un peu perdu. Donc, ça m'a un peu... ça a un peu fait en sorte que je me suis pas attachée complètement à la façon où que l'effet de tension a moins fonctionné. Donc, écoutez, j'ai beaucoup aimé ça. Je pense quand même que je suis un peu intriguée de savoir la suite de l'enquête. J'y retournerai potentiellement précisément en raison des personnages, du personnage de Michel Duquesne, de l'entourage qui est autour de lui. Donc, c'est pour ça que je voudrais y retourner. Donc, c'est vraiment pour moi le point fort de ce roman-là. Mais si jamais ça vous dit, c'est une autrice québécoise. J'en avais entendu parler, on en parle beaucoup, mais j'avais juste jamais encore lu ce livre-là. Donc, si ça vous dit, lancez-vous. Les versions audio, comme je vous dis, malheureusement, sont uniquement disponibles sur Audible, donc version Amazon. Mais comme je vous dis, c'est peut-être pas non plus... c'est pas la version audio qui pourrait, si vous n'êtes pas encore habitué, vous convaincre de passer au livre audio. Donc, je vous suggère plus de lire version papier ou version numérique, mais peut-être pas nécessairement en version audio. Sinon, je vais vous parler rapidement de 2 autres lectures de québécois que j'ai faites. Finalement, dans ma pause repas, il me restait du temps. C'est des nouveautés aussi québécoises. Donc, tout d'abord, j'ai découvert le premier tome d'une première collection. Il y a deux ouvrages qui sont parus. Donc, une première collection. Le premier des 2 premiers tomes d'une nouvelle collection, je vais y arriver, aux éditions Fonfon, donc au Québec, c'est la collection Sorbet. C'est une collection qui se situe en fait après les histoires à lire qui sont le niveau première lecture, vraiment avec par exemple un nombre de pages défini, vocabulaire fermé et tout. Là, c'est un premier roman. Donc, vraiment d'une plus grande longueur, 72 pages. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend certains des personnages qu'on avait vus dans les premières lectures et on les amène à avoir des aventures plus longues et plus fournies, avec un peu plus de vocabulaire. C'est super bien fait parce qu'on a la présentation du personnage au début. Je vais essayer de vous mettre des illustrations, je vais essayer de vous mettre un visuel. Au pire, je vais cacher ma face puis je vais vous le mettre. Bref, on a une présentation des personnages au début. C'est un texte qui est illustré par moment. Il y a même une section qui est en BD, une petite section en BD, un moment d'action un peu intéressant, donc en BD muette. Et il y a un petit glossaire à la fin, mais c'est pas lourd. On n'est pas nécessairement dans le genre ceci est un livre utilitaire. Donc, formule super intéressante, je trouve. Donc, le livre que j'ai lu, c'est Chloé et le secret de la sorcière. Désolée, je l'ai comme juste pas mis. Chloé et le secret de la sorcière, c'est écrit par Chloé Varin et illustré par Catherine Brown-Grenier, donc aux éditions Fonfon. Et Chloé de l'histoire, c'est Chloé Varin un peu, donc elle, quand elle était toute petite. Dans Chloé et le secret de la sorcière, ce qu'on va retrouver, c'est... en fait, c'est Chloé qui, ses parents se sont séparés. Bon, ça va, mais à un moment donné, elle se rend compte que son père a l'air d'aller un peu mieux. Puis elle est comme contente, parce qu'elle trouve son père joyeux. Mais là, son père, finalement, lui présente sa nouvelle copine. Puis là, elle trouve qu'elle est vraiment louche, la nouvelle copine. Elle trouve qu'elle a beaucoup de signes comme quoi elle a l'air d'être une sorcière. Puis, en fait, tout le long du livre, on va la voir essayer de découvrir toutes les preuves qu'il pourrait y avoir que c'est une sorcière, avec une fin qui va être pleine de rebondissements, avec une révélation finale qui est assez surprenante. Donc ça, c'est un peu la signature des collections en général chez Fonfon. Donc les premières lectures, c'était un peu ça aussi. C'était vraiment avec une fin surprenante. Donc des fois, qui nous prend vraiment par surprise. L'histoire a l'air de s'arrêter un peu en vol. C'est un peu le même principe pour ce roman-là. Et je vous dirais qu'en ce qui concerne la fin, je l'ai relu plusieurs fois. Je pense que c'est parce que j'ai lu avec mes yeux d'adulte. Mais j'étais pas sûre de comprendre. Je pense que j'ai cherché trop loin. J'ai cherché un 2e ou un 3e degré, puis il n'y en avait pas. Donc, c'est correct. J'ai relu après. J'ai fallu que j'aille voir le matériel pédagogique qui est fourni avec ces romans-là pour être sûr que j'avais compris ce que c'était. Donc, c'était en fait très simple à la fin. C'était quand même un revirement de situation. Mais moi, j'ai cherché une explication que j'avais pas besoin de chercher. Bref, donc super sympathique. Vraiment, quand même un texte assez... C'est 72 pages, mais c'est aéré, mais il y a quand même une bonne durée. Plein de péripéties, de l'humour, c'est sympathique. On est à hauteur d'enfant. On aborde quand même des sujets intéressants comme parents séparés, nouvelles copines, le principe toujours de la méfiance au départ, comment on fait pour bâtir une confiance. Donc, j'ai trouvé ça très rigolo, très sympathique. La seule chose qui ferait, mettons, que j'ai un petit peu, comme je vous dis, été un peu plus moins enthousiaste, c'est vraiment parce que pour moi, la fin était vraiment comme
elle m'a un peu laissé sur ma faim, on va dire. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est un peu ça. Mais en même temps, bon, j'ai pas l'âge requis. Donc, nouvelle collection, je vous la suggère, surtout si vos enfants ou si les enfants de votre entourage ou à l'école ont aimé les histoires à lire puis sont rendus un peu plus vieux, c'est vraiment parfait. Je vous dirais que c'est du 6-8 ans potentiellement. Pour les bons lecteurs, bon, peut-être pas 6-8 ans, mais 6 ans pour un bon lecteur, mais sinon plus 7-9 ans. Après 9 ans, je pense que même 8-9 ans, je pense que ça dépend de la maturité de l'enfant, mais on est quand même un public un peu plus jeune. Donc, voilà pour cette lecture-là. Et finalement, j'ai aussi lu un livre que l'attendais avec impatience, qui est un nouvel album chez Isatis. Donc, un album pour les grands, je dirais. Ça s'appelle Un livre à 5 sous. C'est écrit par Nadine Poirier et illustré par Claude Hamel. J'ai vraiment adoré cette histoire-là. On va rencontrer Antoinette, qui est une jeune femme qu'on comprend qui n'a pas beaucoup de sous, qui vient d'avoir un enfant et qui croise à l'hôpital une pancarte qui dit qu'un enfant qui lit, c'est un adulte qui, je me souviens plus trop, mais bref, qui pense ou je sais pas trop quoi. Et ça va lui faire voir que peut-être qu'elle aura envie de lire un livre à son enfant. Et elle va rentrer dans la librairie je sais pas si j'ai le nom... On sait pas c'est quoi le nom du libraire, finalement, je me souviens plus. D'un vieux libraire qui va être là et qui va comprendre la situation et qui va tranquillement amener la maman à pouvoir lire à son enfant, mais aussi à reconnecter avec la lecture en lui prêtant d'abord Le vieil homme et la mère d'Hemingway. Puis quand je dis prêter, c'est qu'en fait, il voit bien qu'elle n'a pas les moyens. Puis elle avait ramassé ses sous pour acheter un album pour un enfant. Puis là, ben, dans le fond, il dit « Ah, ben aujourd'hui, les livres sont à 5 sous. » D'où le titre. Et tout au long du livre, on va la voir justement évoluer là-dedans. Comment elle va découvrir la lecture, comment l'enfant va finir par être accroché, comment elle va finir par commencer à lire Le vieil homme et la mère à son enfant, puis être vraiment emballée et tout. On va la voir évoluer avec la librairie. Plus ça va aller, plus elle va se rendre compte que ce libraire-là a vraiment une vision très idéaliste de la chose. Donc, il laisse la librairie ouverte la nuit en se disant que si jamais il y a des gens qui veulent rentrer parce qu'il faut qu'ils se réchauffent, il n'y a pas de souci. Et toujours entre eux, cette espèce de dynamique-là de un livre à 5 sous, là, comme pris sous son aile. C'est vraiment un passeur littéraire au terme, dans le sens le plus pur du terme. Avec éventuellement une fin qui, disons, nous fait se tourner vers l'avenir, vers un avenir qui parle de transmission de l'amour de la lecture. Voilà. Donc, on est vraiment dans amour de la lecture, passeur littéraire, mère monoparentale, approche communautaire du livre, transmission des savoirs, relation de confiance et tout ça. Donc, j'ai trouvé ça tout doux. C'est vraiment une histoire qui est toute douce, assez longue quand même, donc pour ça je dis c'est un album pour adultes à mon avis, dans le sens où c'est long, mais ça pourrait être, si vous pensez que, je dirais peut-être plus que c'est 3e cycle du primaire, parce que c'est quand même assez long, puis les personnages sont des adultes, donc je pense que peut-être que les enfants vont trouver ça intéressant, peut-être qu'ils vont décrocher un peu parce qu'ils vont moins se sentir concernés. Vraiment beaucoup aimé ça. Est-ce que c'est un coup de cœur? Pas tout à fait. Peut-être que pour moi, ça a tiré un peu en longueur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, le personnage du libraire. Évidemment, ce que j'ai trouvé un petit peu quand même rose bonbon, un peu le principe de... Bon, c'est vraiment une ode au passeur littéraire, donc on sent un peu le côté ode aussi, là, qui est un petit peu... Tout est idyllique. Mais ça fait du bien, c'est bienveillant. Dans ce qui se passe maintenant, pourquoi pas? Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, ben, dans le fond, ça a été ma dernière lecture québécoise. Je vous la suggère ardemment. C'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est sorti fin septembre, donc c'est encore dans les nouveautés. Un éditeur québécois, des créateurs et créatrices et créateurs québécois. Donc, lancez-vous. Alors voilà, ça va mettre fin à ce vlog-ci. J'espère que ça vous a plu. Mon vlog 100% québécois. Oui, oui, j'ai réussi. Et puis, ben, j'espère que vous avez de votre côté des super lectures. Je ne sais pas si vous êtes en mode Halloween ou vous avez déjà commencé vos lectures de Noël parce que même si on n'est pas encore rendu au 1er novembre. Bref, dites-moi ça en commentaire si ça vous tente. Puis j'espère que, ben, les lectures vont se multiplier de votre côté. D'ici à ce qu'on se revoit. Alors, on se dit à la prochaine.